Maintenant, donc, place à la remise du prix Lumière sur les inégalités. Je vais céder le micro à Nathalie Gay, qui est la directrice de l'Observatoire québécois des inégalités, qui est notre partenaire pour la remise de ce prix. Alors, n'oubliez pas, et par la suite, c'est l'événement 25e Métropolis Bleue qui se poursuit. Voilà. Merci beaucoup, Marie-André. Bonsoir à toutes et à tous et félicitations pour ce début et ce lancement de festival. C'était vraiment intéressant. Mes félicitations à toutes les lauréates et lauréats. Donc, je tiens en premier lieu à remercier Esther Duflo qui a accepté l'invitation du Festival littéraire international Métropolis Bleue ainsi que l'Observatoire québécois des inégalités afin de recevoir le prix Lumière sur les inégalités que nous lui remettons conjointement. Donc, ce prix récompense une chercheuse dont les travaux sont à l'origine de transformations qualitatives dans la vie de personnes en situation de pauvreté. Elle nous aide à penser au futur immédiat et aux problèmes concrets actuels de notre monde. Et elle incarne l'innovation en sciences économiques. Elle nous inspire pour des sciences sociales plus modestes, plus humaines, plus utiles et plus calées sur les besoins concrets des personnes et des collectivités. Et ce, tout en dédiant son énergie à expliquer la pauvreté aux enfants à travers une série de livres magnifiques. Donc, je tiens vraiment à remercier le Festival littéraire international Métropolis Bleue pour leur complicité, leur grande générosité et l'excellente collaboration. C'est en fait notre 4e collaboration avec le festival qui est pour nous un partenaire de première importance. Je remercie aussi chaleureusement la formidable équipe de l'Observatoire qui m'accompagne dans cette démarche et qui est ici dans la salle avec nous. Donc, l'Observatoire québécois des inégalités œuvre à la production et au transfert de connaissances sur différentes formes d'inégalités au Québec afin d'éclairer la prise de décision et sensibiliser un public large aux causes, conséquences et solutions liées aux inégalités. En 4 ans, l'équipe de l'Observatoire a mené plus de 30 projets, produit des analyses et des outils de vulgarisation sur des sujets allant de l'insécurité alimentaire aux inégalités liées au changement climatique et en passant par les impacts de la pandémie sur les personnes moins nanties. Esther Duflo l'a mentionné tout à l'heure, on fait moins confiance aux économistes qu'aux météorologues, mais fort à parier que son travail ainsi que le travail de ses collègues et d'autres personnes qui s'en inspirent pour proposer et faire évoluer les politiques publiques au moyen d'évaluations aléatoires, de preuves scientifiques, parviendront sans doute à faire changer cette perception. Et du moins, ça doit être le cas des plus de 600 millions de personnes à travers le monde qui ont bénéficié de programmes améliorés par l'équipe de chercheurs affiliée au JPAL, donc le laboratoire qu'elle a fondé avec Abhijit Banerjee et Sendhil Mullainathan en 2003. Donc, pour paraphraser le titre de l'un de vos derniers livres, vous êtes définitivement une économiste utile en ces temps difficiles et nous espérons que votre passage au Québec pourra favoriser l'adoption de politiques innovantes qui permettront de réduire la pauvreté et les inégalités. Mes félicitations donc pour ce prix. Mes félicitations aux autres lauréats, comme je l'ai dit. Mais longue vie au festival. Merci beaucoup. Et maintenant, je crois que c'est l'entrevue avec Robertson. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Peut-être juste présenter Robertson Édouard. Il est chercheur senior à l'Observatoire québécois des inégalités. Il va faire l'entrevue. Merci, Madame Duflo, d'accepter notre invitation et d'accepter le prix Lumière sur les inégalités. J'aimerais préciser pour le bénéfice du public que cet entretien est conçu comme une introduction à l'œuvre, aux travaux de Madame Duflo. Donc, nous allons passer à travers toute sa vie. Non. Une partie de sa vie, parce que nous voulons commencer par le commencement. Votre parcours biographique ainsi que votre œuvre transpire d'un engagement citoyen
pour des sociétés plus égalitaires, plus justes. D'où vous vient cet engagement pour cette cause? D'abord, merci l'Observatoire, merci au Festival Métropolis Bleu pour ce prix et à vous-même pour prendre ce temps. Toute personne est faite de, comme vous le disiez, sur les petits oiseaux du DNA, de l'ADN de nos multiples ancêtres et de tas de choses qui nous sont arrivées. Et comme chaque personne, je pense il y a énormément d'accidents de la vie dans les parcours et les miens m'ont été favorables. Donc j'ai conscience d'avoir eu beaucoup de chance dans ma vie, ce qui m'a permis justement de me développer dans une direction précise. Une de ces chances peut-être, c'est que ma mère était toujours pédiatre et qu'elle travaillait comme bénévole dans une association de pédiatres qui aidait les enfants victimes de conflits, les enfants dans des situations de conflit. Donc elle voyageait plusieurs fois par an pour aller rendre visite à ces différents enfants victimes de conflits. D'abord, son premier grand voyage, c'était au Sahara occidental. Puis elle a passé beaucoup de temps au Salvador pendant la période de la guerre civile au Salvador. Elle était très engagée auprès d'organisations, surtout d'organisations chrétiennes de gauche. Et une des choses qu'elle nous disait, c'est que notre contribution, disons, à améliorer la vie de ses enfants, c'était de la laisser partir et revenir. Ce qui me paraissait vraiment un très très bon deal. Et je me disais que... Et elle revenait, à cette époque, on avait encore des petits transparents dans des petits... Et elle nous montrait des photos de ses voyages. Et en particulier, je me souviens, à la suite de son premier voyage au Sahara occidental, un groupe de gens dans le désert, et après, du fait que l'eau était très loin, et je me souviens d'avoir demandé... c'est quoi leur pays? Ben justement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de pays. Et pendant ce temps, j'avais aussi un oncle qui faisait partie des fondateurs de Médecins du Monde et qui travaillait beaucoup chez les Kurdes. Et j'avais posé la même question. C'est quoi le pays des Kurdes? Ben là, justement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de pays. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit que j'avais eu une chance tellement extraordinaire d'être née dans la classe moyenne, confortable d'une banlieue parisienne, et que j'aurais pu naître sans pays ou sans accès à l'eau, et que ça me donnait une espèce de dette cosmique que je ne pouvais rembourser qu'en essayant de me rendre utile. Et pendant très longtemps, j'ai vraiment pas su ce que ça voulait dire, se rendre utile, mais c'était avec moi, et je vaquais à mes occupations tout en me demandant comment un jour je pourrais me rendre utile. Et finalement, quand j'ai trouvé cette possibilité, justement, de devenir, en étant un académique, mais en même temps engagé, que je me suis dit que c'était une façon de me rendre utile qui me convenait bien. Donc on voit bien que vos premiers contacts avec les personnes en situation de pauvreté remontent à loin. Et on a comme l'impression que cela affecte votre manière de travailler, dans la mesure où beaucoup de vos travaux proposent de consulter les personnes en situation de pauvreté pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils désirent. J'aimerais savoir qu'est-ce que ces savoirs expérientiels ont apporté à votre compréhension des problèmes et des enjeux de pauvreté et des solutions à y apporter. Je vais vous redonner un exemple, une anecdote de mon enfance qui est aussi importante. J'étais allée à une conférence qui était organisée par ATD Quart Monde. ATD Quart Monde est une organisation qui travaille à la fois... il y avait un membre d'ATD Quart Monde tout à l'heure, donc il doit travailler à Montréal, mais sinon dans le monde entier avec des gens qui vivent dans la très grande pauvreté. Et il y avait une conférence, il y a une dame qui parlait... J'avais 8 ou 9 ans, je pense, et j'écoutais parler cette dame en me disant, vraiment, elle a une éloquence formidable, cette dame. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était en fait une dame qui vivait qui n'avait pas de maison, qui vivait dans une situation d'extrême pauvreté. Et en l'écoutant parler et finalement raconter
et ça vite, je me suis dit deux choses. D'abord, c'est quand même incroyable que quelqu'un qui a cette grâce, on tolère qu'elle vive dans les conditions qu'elle décrit. Et d'autre part, de me dire à ce moment, mais je suis quand même... je suis arrivée avec une couche de préjugés tellement grande qu'il m'a fallu 15 minutes pour réaliser que cette personne qui parlait si bien était une personne qui vivait dans la pauvreté. Et je crois que c'était un moment très essentiel pour moi, parce que ça m'a vraiment marqué au fer rouge dans mon esprit que la chose essentielle à garder en tête, c'était la dignité. Et la chose que je détestais chez moi, et je ne veux pas dire que je n'en fais pas l'expérience, mais quand j'en fais l'expérience, je déteste, et que je déteste chez les autres, c'est le mépris. Soit explicite, on a parlé du freedom of speech, soit implicite, et le plus souvent implicite ou même pas vraiment compris. Et dans la recherche, la difficulté dans la recherche, c'est justement avec une attitude trop grande de j'arrive avec mes connaissances pour conseiller ou étudier ou regarder des gens qui n'ont pas ces connaissances. Déjà, il y a une distance qui s'instaure dans laquelle la privation de la dignité et le mépris peuvent s'installer. Donc la réponse à ça, c'est toujours pour moi de me mettre dans une position où on arrive tous avec des expertises et des expériences qui sont différentes et qui sont complémentaires. Parce que moi, j'arrive avec mon bagage académique, j'arrive avec les expériences que j'ai déjà faites dans d'autres endroits qui peuvent être utiles. Et les personnes avec qui je travaille, les personnes soit qui vivent dans des situations de pauvreté ou qui aident les gens qui vivent dans des situations de pauvreté, arrivent avec leur expérience de terrain, qui est largement supérieure à la mienne, forcément. Et que c'est de la confrontation de ces expériences. Ça ne veut pas dire que leur expérience est nécessairement supérieure à la mienne, mais mieux compris que la mienne. Ça ne veut pas dire que mon expérience est supérieure à leur, mais c'est de la confrontation de ces expériences qu'on arrive à la définition possible de solutions à des problèmes. Et de cette façon de travailler, ça aussi, ça permet de toujours garder l'œil ouvert sur les blind spots, les intuitions qu'on peut avoir qui sont fausses, et d'être toujours un peu... Je ne suis pas sceptique, mais je suis très ouverte à la possibilité que mes idées soient fausses, ou de l'échec, ou que les idées des autres aussi soient fausses. D'où l'expérimentation complète, le fait que je n'arrête pas d'essayer des choses qui ne marchent pas en général, mais bon, parmi toutes ces choses qui ne marchent pas, il y en a toujours qui finissent par marcher. Et quand celles-là marchent, on arrive à les faire, éclore. Justement, sur cette notion de dignité, dans plusieurs de vos travaux, vous insistez sur la nécessité de mettre le respect et la dignité au centre de la protection sociale, parce que la plupart des mesures de protection sociale inspirées de l'éthique victorienne, justement, on a tellement peur de désinciter au travail que très souvent les mesures qu'on finit par mettre en place sont attentatoires à la dignité des bénéficiaires. J'aurais deux questions à vous poser à cet égard. Quelles sont les leçons du terrain sur les politiques à portée plus universelle? Est-ce qu'effectivement ça affecte l'incitation au travail? Et d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut amener un peu plus de dignité aux mesures qui sont mises en place dans les sociétés contemporaines? Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question qui est si vous pouviez prendre un préjugé et l'effacer, qu'est-ce que ce serait? Je trouvais que c'est une question amusante. Et je crois que s'il y en avait un que j'aimerais éliminer, c'est l'idée que les personnes pauvres deviendraient paresseuses, on travaillerait moins si on les aidait plus. Tout simplement parce que cette idée est, numéro un, au cœur de la définition de la protection sociale dans les pays qui soient riches ou pauvres. C'est commun, un problème commun, et deux, est empiriquement fausse, simplement fausse. C'est pas qu'elle est abhorrente, c'est juste, c'est pas vrai.
Et justement, ça, on le sait par le retour de terrain, par de multiples expériences maintenant, qui montrent au contraire que quand on soutient les gens, que ce soit financièrement ou d'autres manières, mais prenons simplement un soutien financier, au contraire, en particulier quand on parle de gens qui sont en situation vraiment de pauvreté extrême, quand on les soutient financièrement, ça leur permet, loin de devenir paresseux, au contraire, de travailler plus parce que ça leur libère l'énergie, l'espace mental, etc. de le faire. Donc, par exemple, il y a eu une expérience qui a été faite au Ghana où des familles vivant en pauvreté extrême se sont vues offrir je crois que le plus souvent c'était des vaches pour s'occuper et puis une aide pour s'occuper de leurs vaches, etc. Et au bout de quelques mois de ça, on leur a proposé on a proposé à ces familles-là et à d'autres une proposition d'emploi à fabriquer des sacs, des jolis sacs artisanaux. Et ce qu'on a trouvé dans cette expérience, c'est que les gens qui avaient reçu les vaches, donc qui avaient déjà leurs vaches, donc qui s'occupaient déjà, en fait, passaient plus de temps à travailler sur leurs sacs que les gens qui n'avaient pas de vaches, qui pourtant devaient avoir plus de temps. Et non seulement ça, mais en faisaient moins d'erreurs, en faisaient plus, et les faisaient mieux. Et ça, c'est parce que l'interprétation qui est donnée, c'est que d'avoir ces vaches et donc la possibilité du lait à vendre ou à consommer, etc., créer une liberté d'esprit qui leur donnait la capacité de se concentrer sur cette tâche. Fabriquer ces sacs, c'est pas physiquement fatigant, mais c'est intellectuellement, il faut faire attention. C'était plus facile pour des familles qui se sentaient plus acculées au bord de j'ai pas assez à manger pour nourrir ma famille. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres qui montre que quand il y a un effet, il va dans l'autre sens. Et il se multiplie. Et ce qui se multiplie à peu près à la même vitesse, c'est les phrases, les petites phrases d'hommes et de femmes politiques disant « Ah non, il ne faut pas trop aider les gens parce qu'ils vont s'arrêter de travailler, etc. » Un autre exemple, c'était pendant la crise du Covid. Donc il y a eu des aides très très généreuses aux États-Unis, par exemple. Il y a eu plusieurs études pour montrer que les gens qui ont reçu ces aides n'ont pas travaillé moins. Et malgré cela, il y a eu tous les élus, en partie républicains, n'arrêtaient pas de dire il faut arrêter ce programme, tous les gens restent chez eux, ne veulent plus travailler, etc. On voit bien que ce n'était pas le cas pendant le Covid. Les gens qui ne pouvaient pas travailler ne travaillaient pas, mais les gens qui pouvaient le faisaient. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui où le niveau d'emploi est aussi élevé qu'il n'a jamais été. Abordons à présent un autre problème plus transversal dans vos travaux, le pouvoir d'agir des femmes. Que nous disent les données du terrain à propos de l'impact du leadership féminin sur la lutte contre les inégalités et contre la pauvreté? Je vous remercie vraiment pour cette phrase « pouvoir d'agir ». Tout à l'heure, je cherchais « empowerment ». Je ne savais pas traduire « empowerment ». Eh bien, je sais maintenant que c'est « pouvoir d'agir ». Donc, quand on se pose cette question de pouvoir d'agir des femmes, c'est vraiment sur ça peut se décliner sur sur des tas de manières. C'est l'éducation, l'égalité d'accès à l'éducation, qui n'est pas du tout garantie dans plusieurs pays. C'est la possibilité de travailler, qui n'est pas du tout garantie dans plusieurs pays. L'Inde, par exemple, est un des pays où la participation féminine au marché du travail est la plus faible, parce qu'il y a une résistance très très forte à laisser les femmes travailler. C'est la participation dans le domaine politique aussi, qui ne s'améliore que très très lentement, même avec le développement économique, sauf en présence de quotas. J'ai fait des études sur tous ces différents sujets, enfin sur la plupart de ces différents sujets, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, et en particulier sur le leadership politique. Donc l'Inde a mené une espèce d'expérience à très très grande échelle, qui était à chaque élection, un tiers des villages choisis au hasard doivent avoir une femme comme chef de village. Ça a été fait pas pour la simplicité de l'évaluation, bien que ça la simplifie énormément, mais parce que c'était le moyen d'assurer une représentation, pas égale, mais au moins minimale, des femmes dans tous les endroits, tous les villages de l'Inde. Et avec un co-auteur, Raghav Chattopadhyay de Calcutta, nous avons suivi les performances de ces dames, d'ailleurs ce qu'elles ont décidé de faire. Et ce qui était amusant, c'est qu'au début, notre équipe de chercheurs nous disait « Mais non, il ne faut pas faire ça, de toute façon, elles sont
dans l'ombre de leur mari. Elles ne font que remplacer le mari, tenir la place au chaud le temps qu'ils reviennent. Et effectivement, quand on va dans les villages, j'ai pas vu ça en Inde, mais j'ai vu ça au Rajasthan, quand c'est autour des femmes de faire campagne, on voit des grandes banderoles avec les photos de leur mari et en disant « machinette, femme de machin ». Et donc, bon, on peut se dire, effectivement, il y a vraiment, elles ont de quoi travailler. Mais on a dit, bon, c'est pas grave, peut-être quand même ça fait une différence. Et effectivement, ce qu'on a vu, c'est que dès le premier mandat, les femmes élues comme maires font des choses tout à fait différentes des hommes. En particulier, elles investissent beaucoup plus dans les infrastructures d'eau et de sanitation qui sont ce qui intéresse le plus les autres femmes. Donc, elles répondent, l'air de rien, très discrètement, sans qu'on les voit beaucoup, elles répondent aux besoins des femmes. Ce qu'on a vu par ailleurs en regardant un petit peu plus long terme, c'est que dès le deuxième terme, s'il se trouve qu'elles peuvent en faire 2 d'affilée par chance, elles commencent aussi à faire tout simplement tout un peu mieux au fur et à mesure qu'elles acquièrent de l'expérience. Donc avec le même budget, elles en font plus. Elles sont moins corrompues. Donc elles font plus. Mais par contre, si on interroge les gens sur leur performance, les gens disent « Ah non, elle est horrible ». Donc ça, on peut dire c'est un peu déprimant. Et peut-être que s'il y a eu des femmes en situation de leadership dans cette pièce, ça ne va pas être complètement ignorant, on a l'impression que les barrières sont plus grandes. Mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est que quand on interroge les gens, pas sur leur leader, mais sur un leader hypothétique, qui pourrait être une femme ou un homme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré un discours, soit par des femmes, soit par des hommes, mais c'est le même discours. Et on demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez de ce discours? C'est un bon discours ou c'est pas un bon discours? Vous voteriez pour cette personne ou pas? En général, les gens donnent une meilleure note aux hommes, mais s'ils ont eu une femme comme leader, ils mettent une même note, ou même parfois une meilleure note pour les femmes. Donc, même si les gens en veulent à ces premières femmes élues sur quota d'être là, et donc leur reprochent, et ça se voit dans leur performance, pensez Hillary Clinton par exemple, l'acceptabilité générale des femmes augmente du fait d'avoir eu cette expérience. Ce qui fait que quand les quotas sont supprimés, qu'on tourne, et que maintenant il y a un vote libre, on voit que les femmes qui se présentent ont plus de chances d'être élues. Et donc cette expérience, même si les gens ne l'admettent pas à eux-mêmes, les fait quand même progresser. Un exemple, d'ailleurs, qu'il ne suffit pas d'écouter exactement la théorie que les gens ont d'eux-mêmes, ça fait partie des choses, mais ce n'est pas tout. Parce que parfois, ils évoluent sans même complètement s'en rendre compte. Tout à fait. J'aimerais partager le reste du temps avec le public, mais j'aurais 2 questions avant de clore ma partie de l'entrevue. La première se rapporte au dernier rapport sur les inégalités mondiales, dans lequel on souligne l'aggravation des inégalités de patrimoine. Alors, ce que j'aimerais vous demander, c'est d'abord, puisque vous avez rédigé l'avant-propos de ce rapport-là, donc vous en avez une connaissance intime, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat-là et que disent ces réalités sur l'avenir des inégalités? Le gros problème donc c'est quelque chose évidemment que dans une certaine mesure on sait depuis longtemps qu'il y a de fortes inégalités de revenus, de fortes inégalités de patrimoine qui sont plus fortes que les inégalités de revenus et qui ne vont qu'en s'accroissant. Et le gros problème, c'est que les inégalités de patrimoine se transforment en inégalités de revenus encore plus supérieures, puisque les revenus du patrimoine sont très peu taxés, en particulier dès qu'ils sont réinvestis. Ce qui fait que des inégalités très fortes de revenus du patrimoine, si elles ne sont pas corrigées par une taxation du patrimoine, comme ce qui avait été proposé par Elizabeth Warren pendant les élections de 2020, par exemple, s'auto-entretiennent, même si le reste de l'économie fonctionnait toutes choses égales par ailleurs, ce qu'il ne fait pas. Par ailleurs, quand les patrimoines deviennent de plus en plus grands, ça donne forcément aussi de plus en plus de pouvoir politique explicite ou implicite aux détenteurs du dit patrimoine, ce qui aussi contribue à la solidification des inégalités. D'accord. Et la dernière question porte sur le transfert des connaissances, qui est
au cœur de tout ce que vous faites dès le début. Et ce matin, vous avez abordé la question dans la conférence inaugurale que vous avez prononcée. Et on a comme l'impression qu'à partir des exemples que vous avez donnés, que les décideurs vous contactent, etc., que c'est facile. On aimerait un peu plus vous interroger sur les bonnes pratiques, sur la manière de transformer les connaissances scientifiques en actions concrètes et en politique publique. L'autre chose que je dis ce matin, c'est que ça se passe très rarement sous la forme je fais une recherche, j'obtiens un résultat, je le mets sous forme d'une jolie petite fiche et ensuite j'en communique avec les decision makers qui vont prendre en compte ce que j'ai à leur dire. C'est un petit peu le temps long de Philippe Sand, cette idée du contact avec les décideurs politiques. C'est-à-dire les choses se font beaucoup dans un dialogue un peu sur la durée. Il y a des exceptions, comme celle que j'ai citée aujourd'hui, où quelqu'un me contacte directement pour avoir une information et je peux lui donner. Mais sinon, en général, c'est vraiment... On ne change pas, on persuade rarement les gens d'un résultat et on persuade rarement des décideurs politiques d'adopter une pratique à la suite d'un article. Ce qui se passe, c'est plutôt progressivement une culture de la curiosité, disons, qui s'établit avec certains partenaires, en particulier les gouvernements dans lesquels je travaille, qui sont beaucoup les gouvernements des États, les gouvernements un peu plus locaux des pays en développement, où peu à peu, l'idée qu'on peut évaluer une partie de ce qu'on fait, ou alors on peut faire un evidence sharing workshop avant de se lancer dans un programme, où on peut ne pas remettre en cause le grand programme politique, mais à l'intérieur de ça, il y a toujours des zones d'ombre et d'incertitude expérimentées là-dessus, où il y a ces connaissances. Du coup, c'est très très fluide. C'est pas du tout une relation comme des consultants qui feraient un rapport et qui le rendraient suite à quoi une décision serait prise. C'est plutôt un partenariat. D'accord. Merci. Voilà qui clôt ma partie de l'entrevue. Maintenant, la parole est à vous, cher public, si vous souhaitez vous adresser à Madame Duflo. Je peux faire circuler le micro ou pas? Parler fort. Alors, il y a des questions? Oui. Alors, Madame, une question brève, et puis on va pouvoir en prendre quelques-unes. Oui. Les inégalités sont un phénomène naturel exempt de ceux. Il y a des méchants, moi je les appelle les oligarques, qui veulent continuer avec les inégalités. Mais personne ne les dément, on les vénère, on les glorifie et on diabolise les pauvres, au lieu de vraiment corriger. Pourquoi vous ne parlez pas des oligarques? Moi, je travaille sur les pauvres, pas sur les riches, mais le problème, c'est les riches. Oui. C'est une partie du problème. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde, et les riches sont une partie du problème, pas de doute, mais je trouve que c'est pas vraiment mon sujet à moi, donc c'est pour ça que c'est pas mon point d'attaque. Moi, je travaille sur les pauvres. Bon. Mais cela dit, je suis d'accord avec vous, en particulier la manière dont vous avez mentionné le point est très juste. Les inégalités ne tombent pas du ciel. Les inégalités ne sont pas un produit naturel du fonctionnement de l'économie ou de la technologie. Les inégalités sont le produit des institutions que nous décidons collectivement d'adopter, et en particulier du niveau de taxation que nous choisissons d'imposer à différents membres de la société. Donc c'est absolument un produit des institutions. Il y a dans un de mes livres, Économie utile pour des temps difficiles, on a tout un chapitre sur les inégalités où on parle des travaux, par exemple, de Thomas Piketty, qui en parle très très bien, qui a fait son combat les riches. Moi, j'ai fait mon combat les pauvres. On travaille ensemble. D'autres questions? Oui, monsieur.
C'est above my pay grade. La première chose, à nouveau, c'est... Je sais pas comment dire, j'ai l'impression de vous décevoir, mais je regarde un peu les choses beaucoup de ma recherche est vraiment revenir justement sur l'humain et sur le petit côté de la lorgnette. C'est-à-dire, une des raisons pour lesquelles, par exemple, on ne donne pas la priorité à l'être humain, c'est qu'on a ces préjugés extrêmement répandus que si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez dur, etc. Donc, une manière de donner la priorité à l'être humain, ou au moins un pas pour donner la priorité à l'être humain, c'est de montrer... Pas du tout. Si on fait des politiques qui aident les gens au lieu de et qui les soutiennent dans leur dignité au lieu de les écrabouiller, on voit immédiatement des résultats et des dynamiques positives qui s'enclenchent sur leur participation dans la société, leur participation au marché du travail, leur bien-être psychologique et physique. Par exemple, j'ai fait ça peut-être c'est la meilleure réponse précise à votre question. J'ai fait une étude en France qui comparait deux approches d'aider des jeunes très déscolarisés, éloignés de l'emploi, mais qui avaient un intérêt pour commencer un petit business. La première approche, c'était une approche très inspirée par le microcrédit et les banques, d'idée, voilà, on va les préparer, on va leur apprendre à faire un business plan, on va leur donner du crédit et ils vont faire prospérer leur entreprise et devenir des entrepreneurs. La deuxième approche, c'était de dire, on va prendre ces jeunes extrêmement au sérieux, on ne va pas essayer de les persuader de changer de projet, parce qu'en général, il faut commencer par changer de projet si on veut que le projet réussisse, parce que les projets sont un peu fous. On ne va pas du tout faire ça, on va écouter leurs projets très au sérieux, on va les traiter comme des entrepreneurs de la Silicon Valley, leur demander d'où viennent leurs projets, quelle est leur idée, etc. Et on va aller travailler avec eux sur ce projet très lentement pendant 1 an. Et donc ces deux approches ont continué. Donc si vous voulez, c'est un peu l'approche humain versus capitaliste. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que la première approche n'a aucun succès, alors que la deuxième approche est beaucoup plus... les jeunes qui ont été traités par cette deuxième approche ont retrouvé des emplois, et en fait souvent des emplois salariés. Et il y a 2 raisons pour ça. D'abord, la nature du programme lui-même, mais aussi la sélection. C'est que dans le projet qui veut faire de ces jeunes capitalistes des vrais capitalistes, il y a d'abord une sélection énorme pour enlever ceux dont les projets sont vraiment trop fous. Or, il se trouve que ceux qui restent, ils auraient réussi de toute façon. Dans le deuxième projet qui met l'humain au centre, ils ont pris tout le monde. Et ils parlent à tout le monde. Et en fait, les effets sont les plus forts sur ceux qui sont, au départ, qui ont l'air d'être le plus désespérés. Et en fait, donc, remettre l'humain au centre est ce qui permet l'efficacité de l'action. Très intéressant. Une autre question? On a le temps pour une autre question. Oui, madame. Il faut vous lever qu'on vous entende. La bonne question à poser, la question vous l'avez posée exactement la bonne manière, c'est dans quelle mesure? Parce que c'est clair que les contraintes politiques existent et qu'on ne peut pas faire au Soudan aujourd'hui ce qu'on peut faire au Kenya. Il n'y a absolument pas de doute. La question, c'est est-ce que ça explique tout? Et pour moi, la réponse, c'est que ça explique pas du tout tout. C'est-à-dire que même dans des situations, dans des pays où le système politique est acceptable, il y a énormément de pertes parce que les politiques suivies sont pas forcément les meilleures. Et que même dans des endroits où les systèmes politiques sont effroyables, ou qui sont des endroits de conflit, il y a des possibilités, il y a des choses à faire qui ne sont pas du tout les mêmes du coup, hein, qui sont plutôt du ressort de l'urgence, qui sont du ressort d'aider les gens à vivre et à survivre, mais que ça aussi, ça peut être fait plus ou moins bien ou pas bien, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de points d'ombre, beaucoup de questions sur comment faire les choses pour ne pas empirer une situation qui est déjà là, etc. Donc la réalité, c'est qu'il y a la contrainte politique met
peut peut-être créer une limite supérieure sur ce qui peut être fait à un moment ou à un autre, mais à l'intérieur de cette limite, il y a énormément d'espace. Voilà. Merci. Merci Esther Duflo. Merci Robertson et Édouard.